bienvenue sur cette deuxième table ronde des Human Tech Days. J'ai le plaisir d'accueillir Amadis Castagnier. Bonjour Amadis. Donc Amadis est le responsable régional de la Wild Code School, l'école du code qui a pris naissance dans ce département d'Eure-et-Loir, qui est une des pépites françaises, on peut le dire, une des pépites du pays pour former des développeurs. Et aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, ils en sont à 14 campus. C'est pas rien, c'est né en Eure-et-Loir. Wild Code School, c'est un nom anglais, mais c'est bien Made in 28. À vos côtés, bonjour, donc Charles-Édouard Lopiteau. Vous êtes responsable de Agri-Community. Vous allez nous dire en quoi consiste Agri-Community dans quelques instants. Vous avez pris naissance du côté de Châteaudun, à une trentaine de kilomètres au sud d'ici. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt sur Chartres. Vous allez nous expliquer le parcours. Et enfin, Nicolas Crec, vous êtes vous dirigeant d'une entreprise. Bonjour. Donc VIP 360. Et vous allez nous dire en quoi consiste VIP 360. Le thème de cette deuxième table ronde autour de la ruralité. Comment on peut dynamiser la ruralité et le numérique, ou plutôt le numérique en ruralité. Est-ce que les deux sont antinomiques ou pas? Évidemment, vu le plateau, la réponse est non, mais on va nous dire comment vous avez franchi un certain nombre d'obstacles, on imagine, et notamment l'obstacle de la mobilité, l'obstacle des réseaux. La table ronde précédente a beaucoup parlé de réseau, de mise en réseau, et donc on imagine que vous, ça a peut-être été plus compliqué, vous allez nous le dire. Alors, peut-être Amadis Castagnier, on va commencer avec la Wild Code School. Donc, je disais 14 campus aujourd'hui. Exactement, on est depuis 2013, donc la création de l'école elle date de 2013-2014 à La Loupe. Et depuis, on a créé 14 campus en France et en Europe. Le dernier, c'était à Berlin. Exactement. Voilà, c'est Berlin et Lisbonne en fait qui sont les deux derniers campus européens ouverts pour la Wild Code School. Voilà. Et donc ici La Loupe. La Loupe, pourquoi? Peut-être qu'on peut rappeler l'histoire. On est dans une table ronde, même s'il n'y a pas énormément de monde, mais qui se veut humaine. Donc racontons l'histoire humaine qu'il y a derrière Wild Code School. Alors c'est vrai que ça part un peu d'un pari fou d'Anna Stepanov, qui est donc fondatrice de l'école, qui a quitté Paris, allé s'installer dans un petit village qui s'appelle Saint-Élif, à côté de La Loupe, et qui a en fait eu envie d'innover dans l'éducation. Et donc qui a créé, donc avec le maire de La Loupe, avec Chartres Métropole, avec le département, qui a créé la Wild Code School. Et alors au tout début, c'était uniquement du code, donc c'était ouvert vraiment à des personnes en reconversion professionnelle, des personnes aussi qui sortaient un peu du cadre scolaire, et pour apprendre au tout début à coder. Donc ça a été un pari un peu fou de le mettre à La Loupe, mais elle a été soutenue vraiment par les élus dans ce projet-là. Le mantra, c'était coder au vert au tout début. Donc c'était faire en sorte qu'on puisse être dans une petite ville de 3000 habitants et qu'on puisse sortir aussi un peu des zones urbaines, parce qu'on a aussi besoin de développeurs un peu partout en France. Et donc elle a réussi à faire un JT de TF1 qui a fait venir pas mal de gens de partout en France. Et du coup, on a des élèves qui ont débarqué dans la petite ville de La Loupe. Et donc tout part de là. Bon, après, on s'est développé dans d'autres villes et un peu plus urbaines pour le coup, mais ça part de La Loupe. Oui, parce que c'est pas anodin de dire on peut développer depuis le fin fond de sa campagne. On a vu que la crise Covid a bouleversé l'organisation des entreprises. Et moi, je viens de rencontrer la semaine dernière une start-up qui vient de lever 5 millions d'euros. Et il n'y en a pas un seul qui est sur le même lieu qu'un autre. Ils sont tous éclatés, alors un petit peu à Toulouse, un petit peu à Tours, d'autres à Paris. Il n'y en a aucun qui est dans le même bureau. Donc c'est important que finalement le coding soit partout. Mais exactement. Ça illustre. Et c'est vrai qu'on a, pour le coup, beaucoup d'élèves qui, après, vont aller travailler dans des entreprises un peu partout en France, mais qui vont parfois jamais mettre les pieds sur le siège ou jamais rencontrer physiquement le fondateur de l'entreprise, mais vont faire tout en distanciel. Et donc, c'est pour ça que ces métiers-là, ils sont aussi disponibles et ils doivent être disponibles un peu partout dans tous les territoires, parce que maintenant, on peut travailler surtout sur ces métiers-là de partout. Alors Wild Code School, on rappelle, c'est aujourd'hui, on le rappelle,
on l'annonce parce que moi j'étais assez surpris par ces chiffres, une centaine de salariés permanents, une centaine. On rappelle qu'Anna Stepanov a fondé seule en 2013, donc il y a moins de 10 ans. Donc aujourd'hui, une centaine de salariés et 1300 stagiaires formés. Voilà, c'est pour une entreprise d'Eure-et-Loir, née en Eure-et-Loir, c'est un parcours exceptionnel, météorique. C'est vrai, et on est toujours en expansion avec de nouveaux campus en Europe qu'on aimerait ouvrir. Et c'est vrai que de fait, c'est une belle histoire d'Eure-et-Loir parce que ça part de la loupe et maintenant on a des collaborateurs partout en France et en Europe. Alors l'humain est au cœur du business, du modèle économique de la White Coal School, mais on va y revenir. Je me tourne vers Charles-Édouard Lopiteau. Voilà, est-ce qu'un de vous deux veut lui passer le micro? Charles-Édouard Lopiteau, Agri-Community, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est une communauté d'agriculteurs, donc, si je traduis en français? Oui, bonjour. Donc oui, Agri-Community, effectivement, c'est une communauté d'agriculteurs en France qui sont réunis en fait autour des observations dans les parcelles agricoles. La base du métier de l'agriculteur, c'est l'observation. Et donc l'idée, en fait, au tout départ d'Agri-Community, c'était de rendre plus facile le partage d'observations dans les parcelles pour éviter que les agriculteurs se fassent surprendre et pour leur permettre aussi d'utiliser moins de produits phytosanitaires, donc aussi pour avoir un impact sur l'environnement plus positif. Donc c'était la base du départ. Et comment ça fonctionne? D'abord, c'était quand le lancement de cette idée? Et puis, quand est-ce que c'est devenu une entreprise? Donc, on avait au tout départ, on a dû commencer en 2017, avec un petit peu l'idée qui germe. Moi, je suis en activité principale, je suis agriculteur. Où ça? À Berchères-les-Pierres, donc c'est à 5 km d'ici, quoi. Et donc, l'idée a tranquillement germé. Et ensuite, j'ai rencontré donc, la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir et également la White Coal School pour un petit peu faire mûrir le projet. En fait, on est parti sous un principe de la construction d'une communauté qui est réunie autour c'est une application mobile, un peu sur le même principe que Waze, où vous partagez vous présentez des radars, vous dites aux utilisateurs, il y a un radar sur la route, je le partage. Nous, c'est la même chose. En fait, les agriculteurs dans les parcelles partagent leurs observations pour avertir en fait les autres utilisateurs. Très bien. Là, par exemple, sur la phase d'orage qui a eu lieu la semaine dernière, comment ça a fonctionné? Exemple concret. Alors là, aujourd'hui, on a des problématiques liées à certaines cultures, donc c'est très saisonnier. En ce moment, on est plutôt sur les maladies de fin de cycle sur les bilés. On a quelques problématiques d'insectes. Et après aussi, on a une activité aussi sur les vignes, c'est un petit peu différent. Et donc voilà, on a eu des observations qui ont été faites pour, soit dans certaines régions, dire il y a effectivement un risque qui est croissant, grandissant, et d'autres régions, il n'y avait pas de risque. Aujourd'hui, il y a 1800 utilisateurs sur Agri-Community qui sont réunis sur toute la diagonale ouest, on va dire de Vendée jusqu'au nord, en passant par Centre-Val de Loire, Île-de-France. Et Normandie, j'imagine. Et Normandie également, tout à fait. Un grand bassin de production aussi de céréales. Et est-ce que donc ça marche comment? L'agriculteur télécharge une application, adhère à un service, s'abonne? Comment ça marche et puis comment vous financez? Alors nous, on a toujours voulu travailler sur notre modèle de base, c'est-à-dire on veut que ça soit qu'il n'y ait pas de contraintes financières pour l'agriculteur, donc ça se devait, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que ça soit gratuit pour l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur effectivement télécharge une application. Donc c'est disponible sur les stores, il la télécharge, il s'inscrit et à ce moment-là il a accès à toutes les observations qui sont réalisées autour de lui en France, dans d'autres régions. Voilà, ça, c'est vrai que ça amène à la curiosité, ça amène un petit peu à voir comment sont les pratiques ailleurs. Et parallèlement à ça, nous on travaille avec les distributeurs, donc on travaille avec les chambres d'agriculture, on travaille avec les coopératives, avec les négoces agricoles, où là on leur vend une prestation un petit peu plus haut de gamme dans lequel ils peuvent interagir avec leurs agriculteurs clients, etc. Donc nous en fait on se rémunère non pas avec les agriculteurs mais avec les distributeurs. Avec ceux qui leur fournissent le service. Exactement. En fait. Vous êtes comme une base de données météo, climat. On a une base de données maladies. Une base de données sanitaires sur les parcelles agricoles. Très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes combien à bord de Agri-Community? Donc Agri-Community, alors moi par ma double activité, j'ai fait le choix de travailler avec des partenaires. Donc au sein d'Agri-Community, on est 2 et ensuite j'ai des partenaires notamment pour le développement, dont la White Coal School fait partie. On travaille sur des projets ensemble. Voilà.
Très bien. On verra après comment, notamment autour de la communauté, autour de l'humain, autour du rural, on verra après. Donc à vos côtés, Nicolas Craig, bonjour, donc dirigeant de VIP Studio et 360 en Eure-et-Loire et Loiret. On est dans une table ronde sur la ruralité. Vous, votre village chéri, il est où? Alors moi, je suis de Chartres aussi, donc je suis un pur produit de la Beauce. Donc effectivement, nous, j'appartiens à un groupe qui s'appelle le groupe VIP 360. Donc on est en train de changer de nom. Donc d'ici quelques jours, on va officialiser vraiment ce changement, parce qu'on fait il faut nos 10 ans que vous cette nous le année. donniez, parce qu'il ne faut pas que ça reste... Je peux vous le dire, il a été communiqué lundi. Ça va s'appeler VIR Team. VIR comme virtuel et TEM comme quelque chose qui fourmille un petit peu en anglais. Donc voilà, le fondateur du groupe a voulu changer et se repositionner, parce qu'avant on s'appelait groupe VIP 360. Et donc aujourd'hui, les deux secteurs d'activité, les deux départements sont le 28 et le 45 pour ma part. Et on est vraiment sectorisé par domaine géographique, donc Normandie, les Hauts-de-France, le Sud, l'Ouest, l'Est, un peu partout. Et donc nous, ce qu'on propose, ce sont des solutions immersives à 360 degrés. Donc notamment, ça va être de la visite virtuelle en photo, ça va être de la vidéo à 360 degrés. On va faire de la vidéo, on va faire du time-lapse, on va faire de la 3D, on va faire tout un tas de choses pour tout un tas de types de clients que peuvent être des industriels. Voilà, on peut donner quelques références pour qu'on ait une image ou une idée de ce que vous faites. Alors, beaucoup de labo pharma. Ce matin, par exemple, j'étais en shooting chez un... Je peux vraiment dire les noms, oui? Ça, c'est pas confidentiel, je voulais dire. Léo Pharma, qui est pas très loin, qui est sur Dreux. À Vernouillet, oui. Voilà, c'est ça. Et après, on a d'autres labos. On a Expansion, le CERIB, qui est plutôt dans l'industrie du béton. On a KWS, qui est plutôt dans l'agriculture. On va faire, on a fait des prises de vue drone de différentes parcelles. Après, on va positionner des points d'intérêt pour montrer quels sont leurs avantages par rapport à leurs concurrents. On avait même un projet de faire du time-lapse sur deux pouces qui vont être côte à côte pour voir que eux sont meilleurs que également leurs concurrents. Et là, tout à l'heure, donc là, je suis arrivé pile à l'heure, parce que j'étais avec Chartres Métropole Valorisation et Traitement des déchets. Donc là, c'est plutôt valoriser un site d'incinération et de traitement et de valorisation des déchets et des déchetteries qui sont autour des agglomérations, de l'agglomération. Donc on a aussi la Scale qui est ici, que là, je pense que vous connaissez dans votre domaine. La coopérative agricole. Voilà, exactement. Donc en fait, notre secteur d'activité, on a la chance de travailler vraiment avec tout le monde, tous les secteurs, petites, moyennes, très grosses entreprises, privées, publiques, pour de l'interne, de l'externe, vraiment communauté de communes, des clubs de sport de haut niveau, vraiment tous les secteurs d'activité. Très bien, donc une agence en fait de communication virtuelle, en tout cas, qui permet à vos clients de communiquer avec les outils d'aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. On pense, et on est même convaincu de ça, qu'on est un peu le site web de l'après. Donc on n'est pas du tout une agence web, on ne fait pas du tout de création de site web. On laisse ceux qui savent faire mieux que nous. Nous, on va plutôt s'articuler avec eux en partenariat pour développer de la communication autour du virtuel. Et on dit souvent dans notre groupe qu'on met également, nous, l'humain au cœur du digital. C'est qu'il ne faut pas uniquement que ce soit du virtuel, il faut que derrière, il y ait un intérêt de valoriser, de montrer, du recrutement, de la formation, tout ce genre de choses. Donc voilà, ça... Alors, pourquoi vous avez choisi de vous implanter ici, à Chartres Alors, moi déjà, je suis originaire de Chartres et je voulais créer une entreprise depuis pas mal d'années. Et j'ai rencontré virtuellement le fondateur du groupe qui s'appelle Kevin Soler sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et le domaine d'activité me plaisant et me plaisait, je voulais le rejoindre. Et en fait, pourquoi Chartres? Parce que j'y suis, la zone était libre. Donc on a des secteurs géographiques bien définis et les deux zones, donc 28-45, étaient disponibles au moment où j'ai décidé de le rejoindre. Et donc voilà, ça avait du sens de venir ici. D'accord. Et donc vous êtes implanté. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler, à faire des images? Est-ce que vous travaillez avec des prestataires indépendants ou alors vous faites tout vous-même? Alors on est en interne. On a un groupe de 60 collaborateurs à peu près. Et sur le coin, moi ici, on est 3 dans l'agence. Et j'ai un photographe et un droniste qui travaille lui en indépendant, mais que j'emmène tout le temps avec moi un peu partout.
D'accord. Alors le thème de la table ronde, c'est quand même la ruralité. Chartres, c'est pas tout à fait la ruralité. Ça reste la 3e agglomération de la région. C'est une ville. On est proche de Paris. Il y a des réactions urbaines. Alors je me tourne plus vers peut-être Amadis Castagnier ou Charles-Édouard Lopiteau. Avantage, inconvénient. Je vais faire la problématique un peu basique, mais avantage, inconvénient de se retrouver à la loupe, en tout cas en zone rurale et versus Orléans. Vous y êtes allé assez rapidement. Orléans qui est une grande ville. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Amadis Castagnier? Alors c'est vrai que moi du coup j'ai 3 campus sur la région, j'ai le campus d'Orléans, le campus de Tours et le campus de La Loupe, donc j'ai une grosse diversité de publics. C'est vrai que pour le coup le campus de La Loupe en plus pour le coup La Loupe on est quand même à 1 heure de Chartres et 1 heure du Mans, donc on est vraiment pas mal en ruralité. Mais on a aussi, on va toucher des publics déjà qui soit sont assez éloignés de base du numérique, mais qui vont être, le numérique va vraiment être une chance pour eux aussi de pouvoir trouver une nouvelle voie et aussi, concrètement, c'est vrai que on a pas mal de jeunes qui sont parfois en difficulté scolaire. On a parfois aussi des personnes qui étaient dans le monde industriel et qui ont perdu leur emploi parfois par une fermeture d'usine. Et donc vont trouver dans le numérique une reconversion qui est vraiment intéressante. Alors, vous avez quelques exemples? Alors je pense, c'est vrai que juste à la frontière du 28 vers le 72, il y a eu la fermeture de cette fabrique de papier dont j'ai mangé le nom, pas Arjo Higgins, mais sur l'est de la Sarthe, et c'est vrai qu'on n'est pas très loin de La Loupe avec la fermeture de... C'est pas la chapelle d'Arblay, ça c'était dans l'est de la France. J'ai mangé ma question. Mais il y a eu 500 suppressions de postes. C'est vrai, il y a des bassins industriels qui ont sombré. Ici, il y a eu Philippe Sadreux. Voilà. Est-ce que le White Coal School est un début de solution à ça? Complètement. Par exemple, on a des personnes qui étaient à Valais. Moi, j'ai eu un exemple d'un élève qui bossait chez Valeo à Nogent-le-Rotrou. Valeo, sur Nogent-le-Rotrou, a quand même réussi à bien se restructurer et puis à bien passer la crise Covid. Mais à un moment, était quand même en difficulté. Et donc, cet élève-là travaillait à l'usine et a vu, en fait, dans le numérique, aussi une belle voie de sortie. Et puis toujours quelqu'un très intéressé par le monde informatique, mais qui n'avait pas forcément eu la connaissance de ces métiers numériques, parce que on est encore en tout cas en termes d'orientation, on a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au lycée, que ce soit par même au sein de beaucoup de professeurs. C'est vrai que on est encore sur des métiers qui sont très méconnus, que ce soit la data, que ce soit la cybersécurité, que ce soit le développement web. Moi, je fais pas mal le tour du coup des collèges, des lycées, des services d'orientation, justement pour montrer aussi qu'est-ce que sont ces métiers-là. Et donc on a des personnes comme ça qui peuvent bien se reconvertir professionnellement, mais aussi des jeunes parfois qui sont un peu en difficulté scolaire et qui ont toujours un intérêt pour le numérique chez eux. Il y a pas mal de lycéens parfois qui sont très mauvais en classe, mais le soir ils codent et ils sont capables de faire des pages HTML, CSS chez eux, alors que beaucoup de gens en sont complètement incapables. Donc vous voyez, je pense que l'avantage, pour revenir à la question, c'est vrai que l'avantage de ce campus à La Loupe, c'est qu'il se veut vraiment ouvert à tous et ouvert aussi à la reconversion. Donc on est vraiment là pour dynamiser ce territoire. On a aussi la chance du coup d'avoir un grand campus, d'avoir des colocations. Donc on a une vraie vie de campus on a un peu plus de mal à mettre en place dans des grosses villes comme Orléans, parce que à Orléans on est au Labo et à Tours on est à MAM, donc c'est des vrais lieux totems. Mais donc on n'a pas forcément cette vie de campus qu'on peut avoir sur le campus de La Loupe. Voilà, un mot important aussi que vous avez signalé, reconversion. C'est vrai que c'est dès le départ, White Coal School va piocher ou va chercher ses élèves ailleurs que dans les filières classiques, on va dire.
Ouais, et puis même la pédagogie en elle-même de la Wild, elle est quand même en dehors du système classique. On code en chaussettes, on a des fat boys, des canapés, on travaille en îlot. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans un modèle très scolaire avec des rangs et un tableau blanc. Et pourtant, le code, c'est quelque chose de très codé, enfin de très, comment dire, formaté. Alors, c'est vrai, après, il y a des milliards de façons de coder, et en fait, on est quand même vers un monde aussi de la créativité, hein, parce que le code, c'est quelque chose, certes, très scientifique dans juste dans juste la façon de coder, mais il y a des milliards de façons de coder. Il faut quand même aussi une certaine créativité pour créer un site internet, pour aller chercher la bonne ligne de code pour pouvoir débloquer un problème informatique. Donc voilà, nous, on a vu aussi beaucoup de profils de personnes qui étaient un peu en dehors du système. Et donc, nous, l'idée, c'est de les ramener vers un secteur porteur dans un cadre qui est un petit peu plus décontracté que l'école classique. Alors, je vous pose la question, je file un peu ce raisonnement-là. Pourquoi vous êtes-vous installé à Berlin, Lisbonne, et pourquoi pas à Coimbra ou dans la campagne de Hambourg ou de Munich? Et pourquoi êtes-vous allé à Tours et Orléans et pas à La Motte-Beuvron ou à Romorantin? Ou alors, Romorantin, je le prends à dessein parce que c'est la ville de la région qui a subi le traumatisme industriel le plus grave, hein. Il y a eu la fermeture des usines Matra, 3000 emplois supprimés. Si on prend un exemple dans cette grande région centre, c'est Romorantin qu'on peut citer. Pourquoi la Wild Code School n'est pas à Romorantin? Alors, en fait, on a des élèves un peu partout. Alors, on n'a pas de campus physique parce qu'on ne peut pas avoir autant de personnes que possible, par exemple à Romorantin ou dans d'autres plus petites communes. On a décidé vraiment de garder le campus de la Loupe parce que c'est un campus qui est connu et puis historique. Mais en fait, puisqu'on a beaucoup développé aussi les cours en distanciel, et donc des classes en distanciel avec vraiment un professeur qui a les élèves de 9h à 17h30, un peu comme ce qu'on pouvait expérimenter pendant le Covid. Donc on a en fait des élèves un peu partout sur le territoire de la région, et en fait qui viennent assez régulièrement à nos événements sur les campus d'Orléans, les campus de Tours, vivre aussi un peu la vie. Mais c'est vrai que pour le coup, pour Berlin par exemple et pour Lisbonne, on a aussi la volonté de s'implanter davantage dans ces pays. La capitale semble en fait la première porte d'entrée la plus simple pour pouvoir après bien s'implanter dans d'autres villes. Alors je me tourne vers Charles-Édouard Lopiteau. Même question autour de la ruralité, atout ou handicap. On rappelle que l'entreprise ou la start-up est née à Châteaudun, le champ des possibles, qui est un autre incubateur de la région. Et aujourd'hui, vous avez rapatrié sur votre lieu de travail, donc à Ferrières, c'est ça? Non, Berchères. À Berchères-les-Pierres, oui. Berchères-les-Pierres, voilà. Et donc, voilà, même question, avantage, atout ou pas, ou inconvénient J'imagine que si vous avez sous-traité la partie technique, c'est aussi peut-être une raison. Alors, pour avantage à tout, je dirais. Alors, moi déjà, en étant agriculteur, c'est vrai que voilà, agriculteur et ruralité, ça sonne un petit peu de pair. Donc déjà à la base, j'ai déjà, c'est plutôt le territoire dans lequel je suis ancré, et je me voyais pas forcément repartir à Paris, ou dans des grandes villes pour développer. Parce qu'aujourd'hui, déjà, le télétravail, c'est quand même vraiment beaucoup démocratisé. Moi, pour exemple, je travaille avec un développeur sur un sujet spécifique qui est à Strasbourg. On se voit pas forcément dans l'année, quoi. Mais le télétravail, lui aussi, d'ailleurs, il est en ruralité. Il est vraiment au milieu de la campagne. Et en fait, ça se passe très bien. Donc, on n'a pas forcément besoin de se retrouver tous les deux en permanence dans un bureau à Paris, à Chartres, à Orléans. C'est pas ce qui va faire que le couple va fonctionner ou pas, quoi. Donc à côté de ça, aujourd'hui nos clients sont essentiellement en lien, donc dans tous les cas, avec un agriculteur. On est dans des zones rurales, et donc nous notre discours est quand même de se dire nous on souhaite se déplacer, on souhaite être au plus proche de nos clients.
Alors on se déplace pas forcément partout, mais on a aussi voilà, cette facilité de se dire en étant en ruralité, c'est vrai qu'on peut se déplacer assez facilement. Voilà, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de contraintes par rapport à tout ça. Ce que je voulais dire aussi. Aujourd'hui sur l'aspect inconvénient, c'est plutôt, et donc on y est pallié avec le télétravail, c'est-à-dire que l'inconvénient par contre en ruralité, c'est que c'est parfois un petit peu difficile d'attirer certains profils. Il y a 2 ans, c'était vraiment un gros problème. Parce que à la limite, même personnellement, j'étais pas forcément, j'imaginais pas forcément trop avoir même un prestataire ou une personne qui faisait du dev ailleurs que pas trop loin de chez moi, quoi. Parce qu'on estimait, enfin c'était le mode de vie, on estimait que les contacts, etc. Enfin voilà, tout devait se passer dans la société. Et donc, quand vous dites, voilà, je suis à Chartres, je suis à Châteaudun, j'aimerais bien que voilà, vous veniez me rejoindre dans mon équipe. C'est toujours un petit peu un challenge, quoi, parce que c'est pas forcément simple de convaincre, quoi. Là aujourd'hui, dans le fonctionnement aujourd'hui où c'est du télétravail, du distanciel, en fait, on a cassé ces barrières-là, quoi. Avec Donc, la visio, avec tous les ouais. outils, la fracture numérique n'existe pas en fait. La ruralité, on a souvent cette image que si on va se mettre au fin fond de la campagne, on aura un vieux réseau cuivre où on pourra rien passer comme données. C'est pas le cas. Non, nous, en l'occurrence, on a la fibre depuis 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, quand elle a commencé à se déployer sur le territoire. Nous, la commune, réellement, c'est 1000 habitants, donc c'est quand même très petit. Mais voilà, le fait qu'on ait la fibre fait que derrière, on est capable de proposer des projets en fait hyper intéressants à nos, que ce soit nos partenaires ou même des stagiaires pour la Wild. On est capable de. En fait, il n'y a pas de frontière, donc la personne, peu importe où est-ce qu'elle est, la ruralité, du coup, n'est plus un frein aujourd'hui, quoi. On peut proposer des projets très intéressants dans un monde rural, quoi. C'est compatible complètement. Très bien. Nicolas Crecq, même si je rappelle, vous êtes implanté à Chartres, qui est une ville, mais vous avez choisi cette zone d'activité qui a un fort visage rural, à dessein, j'imagine. Oui, et alors l'avantage, c'est que, alors à titre personnel, je me suis lancé en plein Covid, donc autant dire que c'est un bon timing de lancer une société. Et en fait, ça m'a aussi permis de voir que le secteur d'activité dans lequel je suis nous permet d'accompagner beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises dans un secteur qui bouge énormément. Il y a 2 ans, le digital, c'était pour une bonne partie de la population quelque chose d'un peu abstrait, qui était utile de temps en temps. Aujourd'hui, on se rend compte que le digital, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité, c'est extrêmement important. Et nous, on apporte aussi des solutions pour des zones justement où il y a un manque d'attractivité du métier, d'une zone géographique des fois qui est un peu compliquée. Et on accompagne ces clients-là pour dynamiser une zone d'activité, dynamiser un territoire, valoriser une commune. Et en fait, alors moi, effectivement, je suis sur Chartres, mais j'accompagne, j'ai pensé à une école tout à l'heure pendant que mes collègues parlaient, c'est les apprentis d'Auteuil du château d'Évaux. Donc il y a une belle école, mais autour, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment la campagne. Et pour autant, c'est une belle école qui a besoin d'être valorisée. Donc je suis content qu'elle utilise l'une de nos solutions pour montrer aux élèves, aux parents, à différents prestataires et partenaires qu'il y a une belle école et du coup les gens doivent venir la visiter. Une entreprise, ça peut être la même chose. C'est pas parce qu'on est dans une petite ville, que ce soit Berchard-les-Pierres ou encore plus petit, qu'il n'y a pas besoin de créer de l'entreprise, de la communication. Et donc nous, en tout cas, on essaye d'œuvrer au maximum dans ce secteur d'activité-là. Oui, j'avais préparé un petit exemple et c'est pas parce qu'on est un petit hôpital de province. Alors même si vous n'intervenez pas forcément sur les hôpitaux, mais je me tourne, d'accord, qu'on n'a pas besoin de communication et surtout en ce moment de cybersécurité. Mais je vous écoute là-dessus parce que il y a un sujet d'actualité qui me remonte, c'est la santé sur tout le territoire. On a parlé de la fibre et du numérique, mais il y a des sujets connexes. Et par exemple, une clinique, un hôpital, dans une petite commune, un médecin isolé, tout ça, il a besoin du numérique. Exactement. Et alors déjà, il y a plusieurs choses à laquelle je pense. C'est que nous, on est une entreprise 100% made in France. Et on fait affaire à des serveurs qui sont en France, conformes au RGPD et autres. Parce que ça, c'est aussi qu'on rappelle, RGPD, le mot a été cité, donc Règlement général de la protection des données, enfin, voilà. pour les données personnelles. Maintenant, tout le monde doit s'y mettre, mais on est un petit peu en retard. Exactement, on doit se conformer à ça. Pardon. Et aussi, il y a certaines entreprises qui vont être des multinationales, par exemple, à l'étranger. Ils peuvent
faire des solutions comme nous, on est en train de le faire en France, mais vos données partent à l'étranger, on ne sait où, on ne sait pas comment c'est traité. Et ça, derrière, ça va poser des problèmes. Alors ça en pose déjà, mais ça va en poser des problèmes de plus en plus dans les mois et dans les années à venir, surtout en termes de santé. Une entreprise qui ferme parce qu'elle s'est fait pirater ou voler des données ou autre, là, ça va être un gros problème pour une activité entière. Pas que pour les hôpitaux, pas que pour le domaine de la santé, mais vraiment dans plein de domaines différents. Donc nous, on travaille avec ces partenaires-là plutôt pour dynamiser leur communication, plutôt, alors pas sur la sécurité, mais pour valoriser le site, pour donner envie aux gens de travailler. Vous jouez sur l'atout proximité. Voilà, sur la exactement. Cybersécurité, Amadis Castagnier, vous voulez réagir peut-être? Oui, c'est vrai Parce que c'est un nouvel axe de travail de White Coat School. C'est vrai que maintenant on n'est plus uniquement sur le code, on va vraiment développer des formations en data, donc data ingénieur, data scientist, data analyst, des formations cybersécurité, qui sont des formations qui sont aujourd'hui les plus demandées, même par les entreprises, même par des petites entreprises, même par des petites communes, par des petits hôpitaux dont vous parliez. C'est vrai que on a fait face à, ces dernières années, et encore plus depuis le Covid, à de nombreuses cyberattaques. Et même dans des petites communes. Et en fait, ils ont donc besoin d'avoir, à minima, d'avoir un cyberanalyste qui peut au moins intervenir lorsque une commune ou un hôpital est touché par une cyberattaque. On a l'ANSSI aussi, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, donc l'agence française, qui recrute de plus en plus en région, un peu partout dans les territoires, notamment pour faire de la pédagogie auprès des entreprises. Et donc nous, on a décidé de lancer davantage de formations dans ce secteur-là, avec des formations donc, qui sont en plus, soit en présentiel, mais aussi maintenant disponibles partout en distanciel. Et c'est vrai qu'on a un nombre très important d'entreprises qui nous demandent d'avoir des gens formés dans ce secteur-là. Et je reviens à la cybersécurité. Est-ce que parmi les élèves ou les stagiaires que vous avez placés récemment, est-ce qu'il y a quelques exemples qui illustrent ce fort besoin C'est des techniciens, c'est des ingénieurs? À quel niveau ils sont recrutés? Alors, en fait, il y a plusieurs stades. Ouais. Il va y avoir le cyberanalyste, donc il va être vraiment là pour analyser les failles informatiques. Et en fait, dans la cybersécurité, il y a deux grands métiers. Il y a ceux qui vont en fait, essayer de hacker un système, donc qu'on appelle les pen testers. Donc c'est eux qui vont essayer d'attaquer un site internet, qui vont essayer de trouver la faille du site ou du système. Et donc après, donc il y a les réparateurs. En fait, c'est eux qui, à partir du moment où on va leur donner les failles, ils vont faire de la ligne de code, notamment en Python, qui est le langage plus utilisé pour la cybersécurité. Et donc vont réparer, vont combler les différentes failles. Et c'est vrai que on a, par exemple, sur Chartres, on a GFP Technologies, qui est une entreprise nationale, mais qui a ses services informatiques à Chartres, qui nous a recruté un cyberanalyste qui a commencé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais donc on a de plus en plus d'entreprises comme ça qui font appel à nous, et donc des entreprises un peu partout sur le territoire, en tout cas sur la région centre. On n'est pas pas seulement dans les villes, donc on a bien compris. Exactement. Voilà. Alors je sais qu'il y a le concours qui s'est lancé en même temps, mais est-ce qu'il y a des questions sur cette partie table ronde autour de la ruralité, du numérique en campagne? On va terminer peut-être par un tour de conclusion, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur AgriCommunity par rapport à la cybersécurité, même si vous n'avez pas des données, c'est pas des données sensibles, en tout cas pas sensibles stratégiques. Voilà, effectivement, on est conforté, donc on s'est mis en règle par rapport à la RGPD. Mais par contre, en termes de sécurité, nos clients aujourd'hui, c'est quand même une question récurrente en fait. La question récurrente, c'est voilà, et si on est piraté, et si, enfin voilà, comment ça se passe, quoi. Et donc au début, c'était pas forcément le principal sujet, mais aujourd'hui, ça l'est quand même. Oui, c'est assez marrant parce que j'imagine qu'un agriculteur, il n'imagine pas du tout être hacké. Ses soucis, c'est la roue le moteur qui va démarrer demain matin, le système d'irrigation qui va être bouché ou qui peut pas utiliser parce que c'est la sécheresse. Enfin,
C'est ça, Ouais, ces soucis. C'est ouais, pas la complètement. cybersécurité. Complètement, c'est pas la cybersécurité. Néanmoins, si jamais ça se produit, c'est le premier impacté. Donc en fait, c'est notre rôle, il est là. Notre rôle, il est de dire, bah voilà, tranquillisez-vous, on s'en occupe, et du coup, on fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Très bien. Bon, messieurs, mot de conclusion peut-être sur autour de cette question de la ruralité, même si on y a déjà pas mal répondu, ou conclusion autre, comme vous voulez. Je vous donne la parole pour conclure, Nicolas Clerc. Eh bien, alors, la ruralité, effectivement, c'est comme on dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on est rural qu'on est moins bien ou qu'on a moins besoin. Au contraire, on peut être complémentaire complètement avec des villes. Et un mot pour conclure ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que remettre l'humain dans le digital, c'est toujours important, et se faire surtout bien accompagner par des partenaires comme la Wildcode School ou bien d'autres. Qui sont présents sur le territoire. Exact. Charles-Édouard Lopiteau. Oui, c'est ça. C'est que en conclusion, oui, en fait, le monde rural peut offrir des super beaux projets. En fait, peu importe dans le domaine, mais notamment dans le domaine du numérique, on est capable d'offrir des super beaux projets et même si au premier abord les personnes ne vont pas forcément rechercher en région Centre-Val de Loire, au plein milieu de la campagne, un projet numérique hyper technique, mais en fait on est capable de proposer ça. Et aujourd'hui le fonctionnement en télétravail fait qu'en fait on peut offrir un cadre de vie quand même top et des sujets et des projets intéressants, quoi. Au-delà de ça, et pour l'agriculture en particulier, vous donnez une image, alors même si ceux qui s'y intéressent le savent, mais le grand public pas forcément, une image très tech, très, très numérique de l'agriculture. En fait, l'agriculture aujourd'hui, c'est plus l'agriculture d'il y a 30 ans, quoi, ou même 20 ans. Il y a eu une révolution dans le monde de l'agriculture depuis 10-15 ans, avec les suivis, les capteurs. Ouais. Oui, aujourd'hui, on a effectivement vous prenez un agriculteur aujourd'hui, voilà, il va être peut-être pas un cas sur deux, mais pas loin, connecté par GPS RTK, c'est-à-dire qu'on travaille avec des précisions aujourd'hui sur du matériel, on travaille avec des précisions d'1 centimètre, donc c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On a des cartographies, c'est-à-dire quand on sème, quand on fait des protections fongiques, des engrais, quand on récolte, on a des cartographies en fait, et on analyse toutes ces cartographies, on fait des traitements d'images. On a aussi des traitements par satellite depuis les déploiements des sentinelles. On a des images une fois par semaine de nos cartographies. Donc tout ça, on peut les analyser. Et on fait pas mal de traitements d'images aujourd'hui en agriculture. Ouais, donc un agriculteur, c'est pas seulement celui qui connaît le végétal, hein, c'est celui aussi qui connaît bien le digital. En tout cas, ça fait une partie. Aujourd'hui, ça prend une place importante dans certaines situations assez incontournables pour nous aider, pour aider les agriculteurs au quotidien. Ouais. Très bien. Amadis Castagnet, un mot de conclusion. Là, c'est des thèmes sur lesquels vous surfez, hein, le digital en rural, l'humain au cœur de la pédagogie. C'est vrai que c'était un peu notre mantra au début, de venir apprendre à coder au vert. Moi, je pense que je voudrais juste dire en conclusion que l'enjeu, pour faire en sorte que le numérique prenne toute sa part dans la ruralité, c'est un enjeu de pédagogie. C'est vraiment qu'on puisse... nous ensemble témoigner aussi auprès de jeunes qu'ils peuvent trouver un avenir en ruralité là où ils habitent, mais dans les métiers du numérique. Et c'est vrai que parfois il n'y a pas forcément toute cette connaissance-là qui leur sont proposées. Et je pense que c'est l'enjeu de demain, c'est de faire en sorte toute personne, que ce soit dans le milieu urbain ou milieu rural, ait la connaissance des métiers de demain, de data, de cyber, de développement web, parce que c'est des métiers qui sont recherchés partout et qui peuvent être pratiqués partout. Des métiers qui recrutent. Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde sur la ruralité et le numérique. Merci à vous.